Cette première table ronde de la journée placée sur le bonheur à Monaco, le bonheur en entreprise. Voilà, moi je m'appelle Jean-Philippe Ackermann, je suis, comme vous le voyez sur la photo, je suis coach du dirigeant, conférencier, et je suis surtout ce qu'on appelle expert en leadership positif, ça veut dire c'est quelqu'un qui travaille sur le bonheur, l'optimisme, le positif dans les entreprises. Je suis aussi, on va voir si ça fonctionne tout de suite, oui, je suis aussi cofondateur d'une société monégasque qui s'appelle GrowUp avec Thierry Chausse. Thierry Chausse est spécialiste dans le recrutement et moi je suis, vous l'avez compris, spécialiste dans tout ce qui est coaching et conférences. Et vous savez bien que, puisque vous êtes des chefs d'entreprise, pour que l'entreprise ait une force, pour qu'une entreprise ait une réputation, pour ce qu'on appelle un branding, qu'elle ait un nom, il faut qu'elle ait une mission très forte, il faut qu'elle ait des valeurs très fortes et il faut qu'elle ait une vision très forte. Donc nous, au sein de GrowUp, notre vision, notre croyance, mais plus que notre croyance, mon expérience, puisque ça fait maintenant plus de 35 ans que je travaille sur ces domaines, c'est que la réussite de l'entreprise passe par le bien-être des collaborateurs, et on est là pour ça tout aujourd'hui, et l'optimisme du dirigeant. Alors c'est vrai que parfois être optimiste, quand les temps sont difficiles, c'est un peu compliqué, mais c'est justement parce que les temps sont difficiles qu'il faut être optimiste. Donc mon métier, ma présentation sera terminée, mon métier c'est d'aller dans les entreprises, vous en avez quelques-unes derrière, prêcher la bonne parole et mettre en place ce qu'on appelle ce leadership positif. Donc on est très content qu'ici à Monaco, on se penche sur ce domaine-là. Je serai entouré pour cette table ronde par M. Le Cacheux, je présenterai tout à l'heure, M. Galfrey et M. Guillaume Rose. Mais avant de leur céder la parole, je voudrais que nous réfléchissions à quelques réflexions sur le bonheur. Alors, première réflexion, vous le savez, c'est pas un secret pour personne, mais parfois on l'oublie, on vit qu'une fois. On vit qu'une fois, les événements de Paris nous le rappellent. Ça peut parfois même être malheureusement court. Bon, Confucius nous dit, vous voyez le slide, on a deux vies, la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Et moi, j'ai eu la chance inouïe de m'en apercevoir à 21 ans lors d'un événement dramatique où j'ai su à 21 ans qu'on vivait qu'une fois. Alors c'est intéressant de se dire à cet âge-là qu'on vit qu'une fois, que ça peut être court parce que ça veut dire qu'on va prendre des décisions fondamentales pour sa vie. Certains oublient qu'on vit. Certains y pensent un peu plus tard. Et ça, pour moi, c'est très important parce que c'est le fondement même du bonheur, de savoir que nous sommes de passage, et puisque nous sommes de passage, autant que ce passage soit plutôt agréable. Donc à partir du moment où on vit qu'une fois, moi j'ai pris une décision à 21 ans qui est d'être heureux le reste de ma vie. Alors j'ai un peu plus de 21 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur, c'est une décision. Parfois, on pense que le bonheur est une conséquence. Non, le bonheur est une décision. Le bonheur est un choix. Ça veut dire qu'il appartient à chacun de nous de faire ou de ne pas faire ce choix. Mais faire le choix ou ne pas faire le choix, c'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire que, est-ce que parce qu'on fait le choix du bonheur, on a une vie plus agréable? Je voudrais vous rassurer là-dessus, on a exactement les mêmes contraintes, on a exactement les mêmes événements. On peut avoir des problèmes financiers, on peut avoir des problèmes professionnels, on peut avoir des problèmes de couple, on a forcément, quand on vit des personnes autour de nous qui décèdent, on a forcément, quand on vit des personnes autour de nous qui sont malades. Simplement, la personne qui a pris la décision d'être heureuse va toujours regarder le positif, l'opportunité, l'optimisme de l'événement, plutôt que regarder le pessimisme, la menace, ou le négatif de l'événement, et ça change complètement la relation à l'événement. J'ai été très frappé hier soir de regarder à la télé, peut-être vous l'avez vu aussi, ce propriétaire de restaurant où il y a eu 18 morts et qui a perdu sa femme. J'ai été parce que c'est quelque chose que je défends, que je développe. Cette personne-là donc a perdu sa femme, a perdu 10 ou 15 amis, et a décidé de vivre, et il disait, moi j'ai décidé d'être heureux, donc c'est pas parce que j'ai des cicatrices maintenant que je serai pas heureux. C'est vraiment un choix, même dans les événements les plus compliqués, et Dieu merci, on n'est pas tous confrontés à ces événements-là. Alors pourquoi faire ce choix? Comment on y arrive? Parce qu'en fait, le bonheur, c'est pas le but. Le bonheur, c'est le chemin.
C'est-à-dire que si je pense que le bonheur c'est le but, je vais être ce que j'appelle des monsieur et madame quand je serai riche, quand je serai à la retraite, quand j'aurai une belle profession, quand j'aurai trouvé un mari, quand j'aurai trouvé une femme, quand j'aurai divorcé, etc., 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 etc. Et en fait, ces monsieur et madame Kant, eh ben, ils sont toujours à la recherche de quelque chose parce qu'ils forment le bonheur sur le but. Et à la sortie, ça fait des monsieur et madame si, ah, si j'avais été riche, ah, si j'avais fait ça, ah, si j'avais été marié, ah, si, etc., etc. Et en fait, c'est des personnes qui, in fine, ne sont jamais heureux. Et faire du bonheur un but, c'est comme une ligne d'horizon, ça veut dire que ça recule constamment et jamais je l'atteins. Donc le bonheur, c'est le chemin. Le bonheur, c'est maintenant, c'est nous sur cette scène, vous en train de nous écouter, tout à l'heure sur les stands. Alors bien sûr, le bonheur, le chemin, parfois il est un peu chaotique, il est un peu caillouteux, il est un peu difficile, parfois il monte. Et donc c'est l'adaptabilité de la personne qui a fait le choix du bonheur qui fait qu'il va être bien sur ce chemin, même s'il est compliqué. Juste pour finir ma présentation, moi ce que je crois aussi, c'est que le bonheur, c'est un ensemble de bien-être. C'est un ensemble de bien-être, et que c'est pas... Bien sûr, c'est un sentiment. Le bonheur, c'est être bien et avoir le sentiment de bien-être. On en a parlé tout à l'heure, ça veut dire que là, on est tous dans la même salle. Il y a des gens qui vont avoir... donc on est tous bien, mais il y a des personnes qui vont avoir un sentiment de bien-être plus fort que d'autres, et d'autres qui vont avoir un sentiment de bien-être plus faible, ou pas de sentiment de bien-être. Donc c'est ça, le bonheur, c'est compliqué. Mais, in fine, je pense que le bonheur, c'est l'équilibre de 5 bien-être. Le bien-être professionnel, est-ce que je suis bien dans mon métier? Est-ce que je suis heureux dans mon métier? Est-ce que être patron, ça me plaît? Être employé, ça me plaît? Est-ce que salarié, indépendant, peu importe? Le bien-être financier, c'est pas forcément avoir un yacht sur le port de Monaco, c'est être en relation avec les revenus par rapport à ses besoins. Vous savez, il y a des moines qui, eux, sont heureux sans argent. Donc le bien-être financier, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, c'est avoir l'argent que l'on souhaite par rapport à ses moyens, par rapport surtout à ses objectifs. Le bien-être physique, et ça, vous le savez bien, si dès qu'on est, surtout nous les hommes, dès qu'on est malade, on appelle le SAMU, vous le savez, mesdames. Donc, le bien-être physique, dès qu'on n'est pas bien, c'est compliqué. Et puis le bien-être, pour moi, très important, surtout dans les entreprises, qui est le bien-être relationnel. C'est comment je me situe par rapport aux autres, comment je me situe en confiance par rapport aux autres, comment je suis managé. Et puis, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui de plus en plus, le bien-être spirituel. Le bien-être spirituel qui est en fait, quelle est ma mission? Pourquoi je suis sur Terre? À quoi je sers? Alors, ce que je crois, et c'est pour ça que j'ai accepté d'animer cette table ronde qui n'est pas du tout sur le bien-être d'entreprise, mais qui est sur les indicateurs du bien-être avec un exemple qui est Monaco. Ce que je crois, c'est qu'une ville peut effectivement faire le choix du bonheur. Une ville, vous savez, par exemple à Wellington, le slogan de Wellington, c'est définitivement positif. Définitivement positif. Ça veut dire que, voilà, une municipalité qui a décidé de mettre le bonheur dans la vie au quotidien. C'est un choix. Et puis, une ville peut créer le chemin. Le chemin, ce fameux chemin, c'est comment on est heureux à Monaco avec le professionnel, le financier, tout ça, etc. etc. Voilà. Donc, sur Monaco maintenant, le bonheur, comment on le calcule? Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire après sur ce domaine-là pour qu'on soit heureux ici de vivre? Alors, je vais passer la parole à Monsieur Le Cacheux. Alors, je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. Monsieur Le Cacheux est professeur d'économie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et il est conseiller scientifique à Sciences Po. Il enseigne également à l'Académie nationale des ponts et chaussées, à Stanford University à Paris et European Online Academy. Il est titulaire d'un doctorat européen en économie de l'Institut universitaire européen de Florence. Il a publié des articles dans de nombreuses revues et il est rapporteur de la commission Senfisuti sur la mesure de la performance économique et du progrès social. Donc, Monsieur Le Cacheux, à vous la parole pour nous donner quels sont les indicateurs que l'on peut mettre dans une ville au niveau du bonheur. Excusez-moi, les règles du jeu, Monsieur Le Cacheux va intervenir, Monsieur Galfrey, Monsieur Rose, et après on a un moment de discussion entre nous, vous pourrez poser toutes les questions à nos intervenants. Merci. Et bonjour à tous. Alors moi je suis économiste, donc évidemment les économistes ne sont pas réputés pour s'intéresser spécifiquement au bonheur, mais plutôt au bien-être. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de relier cette relation,
cette interrogation sur le bonheur avec les indicateurs économiques. Évidemment, la question du bonheur, ça a été rappelé dans l'intervention liminaire à l'instant, c'est plus une question qui préoccupe les philosophes depuis toujours, évidemment. C'est la question de la bonne vie, en quelque sorte. Et ce que les économistes, eux, se sont attachés à analyser et à mesurer, c'est plutôt la dimension bien-être depuis longtemps, évidemment. Tout le monde a en tête les travaux d'Adam Smith, de Bentham. Et plus récemment aussi, on a redécouvert une question sur laquelle je vais terminer mon intervention, qui est la question aussi, évidemment, de ce qu'on appelle parfois la soutenabilité, c'est-à-dire pas seulement la question du bonheur aujourd'hui, mais aussi la question de est-ce que c'est durable, est-ce qu'on peut continuer et être heureux, et est-ce que nos enfants auront les conditions qui leur permettront d'être au moins aussi heureux que nous. Comme vous le savez, c'est cette question qui a été posée dans un fameux rapport de l'ONU en 1987, qui est justement à lancer cette réflexion sur le développement durable, qu'on peut appeler aussi la soutenabilité. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est au fond, essayer de montrer quelle est la palette des indicateurs qui se sont développés depuis quelques années. Au fond, le point de départ de cette réflexion, c'est une espèce de remise en cause du caractère exclusivement matériel de la mesure du bonheur qui a été retenue dans nos sociétés depuis notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le fameux PIB, le produit intérieur brut, et du coup la croissance, et l'idée qui a été très longtemps dominante, et qui l'est encore parfois, qu'il y aurait un lien absolument étroit et totalement indissociable entre eh bien, la richesse matérielle mesurée par le PIB et le bonheur des populations. Et évidemment, depuis quelques années, beaucoup de doutes ont fait surface sur ce lien et sur la possibilité justement de développer d'autres mesures, d'autres indicateurs. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques années, en 2008, une réflexion avait été lancée en France sous la présidence de Joseph Stiglitz dans une commission qui s'appelle la commission Stiglitz-Senfitoussi. J'ai été moi-même, donc comme ça a été rappelé tout à l'heure, l'un des rapporteurs de cette commission. Et donc ça a conduit à une réflexion, à relancer cette réflexion sur, au fond, les indicateurs de bien-être, les indicateurs de bonheur. Et cette réflexion est maintenant poursuivie dans les instituts statistiques nationaux et à l'OCDE. L'intervenant suivant en parlera un peu plus. Et donc c'est sur la base de tout ça que je voudrais développer quelques réflexions qui sont au fond des efforts pour essayer à la fois d'organiser et puis de mesurer les différentes dimensions qui contribuent au bien-être des individus dans une société et qui donc sont au fond, on pourrait dire, des conditions du bonheur, puisque ça a été rappelé tout à l'heure. Le bonheur, ça n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, même si on verra que les économistes se sont un peu risqués ces dernières années dans ce qu'on appelle parfois l'économie du bonheur. Bon, mais ça, j'ai quelques réserves là-dessus et j'y viendrai dans un instant. Donc la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est bien sûr, tout le monde le sait, c'est que les mesures que l'on utilise actuellement pour évaluer les performances économiques des pays, et notamment la croissance économique, le PIB, etc., ces mesures ont beaucoup de limites, notamment parce qu'elles ne mesure que l'aspect, on va dire, matériel du bien-être, et qu'en outre, elle mesure une espèce de moyenne. Et on sait qu'aujourd'hui, évidemment, ces moyennes ne disent pas grand-chose sur le bien-être des individus dans une société donnée, d'autant plus que, comme chacun sait, les écarts, les inégalités, etc., se sont beaucoup creusés ces dernières années. Donc je prends juste un tout petit exemple pour illustrer ça. Vous savez que depuis déjà une vingtaine d'années, voire un peu plus, il existe, on mesure une divergence croissante entre le PIB moyen des États-Unis et le PIB moyen des pays de l'Union européenne, par exemple. Et donc, c'est assez... alors on peut dire, voilà, il y a un constat objectif qui est cette divergence. Et en même temps, quand on regarde un indicateur un petit peu plus représentatif du niveau de vie des, on va dire, des Américains moyens comparé au niveau de vie des Européens moyens, c'est-à-dire par exemple une mesure de ce qu'on appelle le revenu médian, c'est-à-dire le revenu de la personne qui est exactement au milieu de la répartition des revenus dans chacun des deux pays,
ben, on s'aperçoit que la divergence elle disparaît assez largement, c'est-à-dire que le revenu de l'Américain moyen, depuis une vingtaine d'années, n'a pas sensiblement divergé de celui de l'Européen moyen. Et donc, les divergences qu'on observe au niveau de la croissance et du PIB sont des divergences qui sont liées au creusement des inégalités, au fait que aux États-Unis, ce sont les 1% les plus fortunés qui ont profité très largement de la croissance des dernières décennies, etc. etc. Donc déjà, l'idée, c'est de changer un peu la focale, d'essayer de mesurer plutôt le niveau de vie moyen des citoyens moyens dans chaque pays, plutôt que la moyenne du niveau de vie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Deuxième chose, c'est d'essayer d'élargir la focale, c'est-à-dire de mesurer pas seulement le bien-être matériel, mais aussi les différentes dimensions qui contribuent au bien-être et qui donc sont susceptibles de procurer aux individus dans une société donnée du bonheur. Et là-dessus, on a de plus en plus de données. Vous savez tous qu'aujourd'hui, évidemment, avec le big data, etc., on dispose de masses de données absolument extraordinaires sur toutes sortes de dimensions de la vie des personnes. Et donc, sur la base de ça, la question, c'est pas le manque de données, c'est plutôt comment organiser, comment construire des indicateurs pertinents pour essayer d'appréhender ces dimensions assez hétérogènes de ce qui contribue au sentiment de bien-être et au bonheur. Alors, évidemment, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas passer en revue toutes ces dimensions, mais on voit bien qu'au-delà du seul revenu, il y a aussi, évidemment, la santé, il y a aussi l'éducation. Hein. C'est tout à fait frappant, d'ailleurs, de voir que dans les enquêtes, plus une personne a un niveau de diplôme élevé, et plus elle se déclare heureuse. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Ça veut dire que l'éducation, à la fois directement et aussi du fait des conséquences bénéfiques qu'elle engendre en termes de carrière, de revenus, etc., contribue au sentiment de bonheur, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait important. Donc la santé, l'éducation, et puis comme ça a été dit, et même si c'est beaucoup plus difficile à mesurer pour les économistes, des questions comme ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire les relations qu'on a avec sa famille, avec les amis, avec l'environnement, avec les collègues de travail, avec sa hiérarchie dans son entreprise, etc., etc. Toutes ces dimensions plus difficilement mesurables, mais qu'on arrive quand même, à l'aide de certains indicateurs, à appréhender plus ou moins bien, qu'on appelle parfois le capital social, et qui sont pas seulement les relations, mais aussi ce qu'on appelle la confiance, c'est-à-dire est-ce qu'on se sent en confiance avec les gens avec qui on a des relations, et puis les sentiments comme évidemment la sécurité, etc. Tout ça contribue à ce qu'on appelle habituellement le bien-être. Hein. Alors ensuite, j'en viens à la question du bonheur. Est-ce que les économistes peuvent proposer un indicateur de bonheur? Je crois qu'évidemment, il faut se garder des illusions en ce domaine. Vous connaissez tous, évidemment, l'expérience du Bhoutan, dont on parle beaucoup, le bonheur national brut, etc. Donc l'idée de remplacer l'indicateur habituel, c'est-à-dire le PIB, par un BNB ou quelque chose de ce genre, évidemment, c'est très tentant, et tous les économistes et les responsables politiques ne rêvent que ça, parce qu'après tout, ce qui fait la force du PIB, c'est que c'est un indicateur unique, que c'est facile à monitorer, si je puis me permettre, c'est-à-dire ça monte, ça baisse, si ça monte c'est bien, si ça baisse c'est pas bien, quand il y a de la croissance c'est bien, quand il y a une récession c'est pas bien. Donc si on pouvait avoir quelque chose d'équivalent pour mesurer le bonheur dans un pays, tout le monde serait très content, évidemment. Et en même temps, je crois qu'il faut bien garder à l'esprit que tous ces indicateurs qu'on peut appeler synthétiques, etc., comme le bonheur national brut, etc., reposent sur des hypothèses extrêmement et des choix politiques qui sont très arbitraires. Or, ce qu'on a dit, c'est que finalement, le bonheur, c'était quand même avant tout quelque chose d'individuel, quelque chose de subjectif, et ce qui fait le bonheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Et donc, là, on se heurte à une vraie difficulté qui est comment se mettre d'accord sur un seul indicateur. Et je crois
personnellement, je suis assez réticent face à ces tentatives comme BNB ou autres, parce que si vous regardez le Bhoutan, vous vous dites, bah oui, d'accord, mais enfin en même temps, c'est une dictature, etc., etc. C'est pas forcément l'endroit où vous rêvez d'être, hein, et moi non plus. Bon, donc voilà. Juste pour terminer sur ce point-là, et après j'aborderai la soutenabilité rapidement. Vous connaissez tous le fameux roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Et dans Le meilleur des mondes, on a une espèce de représentation assez effrayante de ce que pourrait être une société dans laquelle le gouvernement se donne pour objectif de maximiser le bonheur de sa population. Et si vous lisez ce roman, c'est glaçant. En fait, il donne aux gens le soir la petite pilule du bonheur pour qu'ils n'aient pas de soucis quand ils rentrent chez eux, qu'ils dorment bien, etc. Bon, mais c'est une société totalitaire. Donc ce qu'il faut, je crois, garder présent à l'esprit, c'est que le bonheur, c'est aussi, et dans une très large mesure, la liberté des individus, la liberté de choix de chacun, et c'est pas quelque chose qui doit être dicté par le gouvernement. Alors, dernier aspect, très rapidement, c'est la question de la soutenabilité, évidemment. C'est-à-dire qu'une fois il ne suffit pas de réfléchir à la question de comment on mesure le bonheur aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, et on le sait depuis longtemps, après tout on l'avait oublié, c'est Malthus qui, à la fin du XVIIIe siècle, dans son fameux essai sur le principe de population, nous alertait sur cette question justement de la soutenabilité. Malthus nous disait, voilà, si l'humanité s'enrichit, elle va proliférer. Si elle prolifère, on va aller vers une espèce de paupérisation générale parce que, disait Malthus, il n'y aura pas de place pour tout le monde au grand banquet de la nature. Et évidemment, depuis 2 siècles, cette question-là a été un petit peu oubliée parce qu'on a fait des progrès, on a eu toutes sortes d'évolutions technologiques qui ont fait qu'on a eu le sentiment finalement que la nature était illimitée et qu'il y avait de la place. Il y aurait toujours de la place pour tout le monde au grand banquet de la nature. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards sur Terre, presque 7,5 milliards, on sera à 9 milliards avant 2050, etc. Et cette question-là se repose, parce qu'on voit bien qu'on est confronté à ce qu'on peut appeler des crises écologiques, dans le domaine du climat, dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine des ressources naturelles, etc., etc. Et donc, il faut se poser la question aussi de comment on fait pour assurer à nos descendants la possibilité du bonheur, la possibilité d'un bonheur au moins égal au nôtre. C'est ça la question de ce qu'on appelle le développement durable. Et là-dessus, donc, évidemment, ça conduit immédiatement à se poser la question de comment fait-on pour mesurer cette dimension-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de savoir si notre façon à nous de poursuivre le bonheur est une façon soutenable, au sens où je viens de le dire. Et là-dessus, donc, pour l'instant, alors je vais être assez bref là-dessus, pour l'instant, il y a juste quelques tentatives qui sont intéressantes. Et ce que je voulais dire là-dessus, juste en une phrase, l'idée, c'est au fond, la démarche de toutes ces tentatives, c'est d'essayer de mesurer la richesse autrement. C'est-à-dire essayer d'inclure dans ce qu'on appelle habituellement la richesse, pas seulement le patrimoine au sens traditionnel du terme, mais aussi des éléments de ce qu'on appelle le capital naturel, le capital social, le capital institutionnel, c'est-à-dire tout ce qui contribue, au-delà de la richesse matérielle, à permettre le bien-être et le bonheur des habitants de cette planète. Et ça, évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, ce sont des dimensions difficiles à mesurer souvent, et souvent aussi très hétérogènes. Et donc, on retombe sur la question de comment faire pour mesurer ce qu'on appelle parfois la richesse véritable, la véritable richesse des nations, pour faire référence à Adam Smith. Qu'est-ce que c'est la véritable richesse des nations? C'est évidemment sa richesse matérielle, mais c'est aussi son capital social, son capital institutionnel, son capital naturel, et puis aussi, plus généralement, sa participation à ce qu'on peut appeler les biens communs de l'humanité, c'est-à-dire le capital naturel au sens large, comme par exemple le climat ou la biodiversité. Et ça, ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui et sur lesquelles on commence à avoir des éléments de réponse. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Réservez vos questions, parce que c'est passionnant. Passionnant, la mesure du bonheur. Voyons à Monaco maintenant ce qu'on fait avec Monsieur Lionel Galfrey. Monsieur Lionel Galfrey, le directeur de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, l'INSEE. Alors, une petite bio, parce que c'est intéressant, parce qu'on voit que nos intervenants, c'est des gens qui s'intéressent au sujet depuis très très longtemps. Monsieur Galfrey est diplômé en économie à l'Université de Nice.
et en commerce extérieur, Bac+5, et de l'Université de Lyon 3. Pendant près de 10 ans de carrière professionnelle dans le secteur de l'industrie plastique, dans les grands groupes internationaux français et chinois en tant que directeur de FIA ou directeur des opérations commerciales. Et aussi 10 ans de carrière professionnelle dans la fonction publique monégasque, dont 9 dans les statistiques et les études économiques. Il est intervenant en Master 2 à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, en géopolitique et affaires internationales, et surtout, son expérience internationale dans l'industrie lui a permis de voir concrètement les différences internationales, l'interculturalité, et les significations entre performances économiques de l'entreprise, les performances sociales des organisations et les performances industrielles, la relation entre tout ça. Et son expérience dans les statistiques publiques l'a conduit à travailler notamment sur plusieurs indicateurs économiques traditionnels, et notamment sur le PIB et sur les indicateurs nouvelle génération. Monsieur Galfrey, à vous la parole. À Monaco, les indicateurs, comment on mesure ça? Je vous remercie. Alors, je reviendrai très brièvement sur ce qu'a dit Monsieur Le Cacheux, qui a parfaitement introduit mes propos. Le bonheur, et plus exactement, je partage votre avis, le bien-être. Ces réflexions, c'est un courant de pensée qui est né il y a plusieurs dizaines d'années, comme vous l'avez dit aujourd'hui, et qui a été mis en lumière notamment et dans notre région, dans nos régions, par la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, qui avait pour but de réfléchir sur ces nouveaux indicateurs un peu complémentaires et alternatifs au seul PIB. Et on a eu la chance que Joseph Stiglitz ait le prix Nobel en 2001, donc il avait eu le prix Nobel bien avant, pour d'autres raisons, mais ça a mis en lumière ces travaux et ça a permis de développer ces travaux. La communauté statistique internationale, avant et après, s'est engouffrée dans cette nouvelle thématique et essayé effectivement de mesurer ce qu'on peut appeler le bien-être. Sachant qu'il y a eu de nombreuses critiques qui ont été formulées sur le seul PIB, le seul instrument qu'on avait, comme le disait M. Le Cacheux, puisque un exemple qu'on donne souvent, c'est la catastrophe de l'Erika qui a eu lieu en France il y a quelques années. Effectivement, ça a eu un impact positif sur le PIB, dans le sens où ça a généré la création de richesses avec tous les services qui sont intervenus derrière, les assurances, etc. Et pour autant, on peut se poser la question du bienfait de ces catastrophes si on le prend sous l'angle de destruction des ressources naturelles. Alors, l'INSEE à Monaco a été créé il y a 5 ans, et l'INSEE est beaucoup plus jeune que toutes ces réflexions qui ont eu lieu sur ce sujet. Alors, le fait que l'INSEE soit plus jeune a un inconvénient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on soit en avance, mais le fait que l'INSEE soit plus jeune fait aussi que peut-être il y a un enthousiasme qui existe. Et puis aussi, on s'est dit, quand on a réfléchi à ça, on s'est dit, pourquoi essayer d'aller calculer des indicateurs qu'on n'aurait pas à Monaco et qui ont 30 ans? Pourquoi ne pas directement se focaliser sur les indicateurs qui sont en train de naître? Alors, Monaco dispose d'un système statistique jeune. Alors, je le dis pourquoi? Parce que c'est important ensuite dans l'appréhension qu'on peut avoir d'un indicateur du bonheur, parce que les économistes, les statisticiens ont ça de critiquable peut-être, c'est qu'à un moment donné, on leur dit il faut appréhender, et on appréhende par des indicateurs, et donc ils se mettent à récolter de la donnée et à calculer. Voilà. Et donc du coup, le système statistique est très important. En Principauté de Monaco, on a beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations parce que c'est un système qui est petit, donc l'information n'est jamais très longue. En revanche, l'information n'est pas toujours récoltée. N'est pas toujours récoltée parce que la taille du territoire et puis le développement du territoire a fait que parfois on n'avait pas besoin de récolter spécifiquement une information parce qu'on estimait la connaître, vu la taille du territoire. Elle n'est pas forcément, elle est parfois récoltée, mais elle n'est pas forcément structurée. Parce que nous, pour faire des indicateurs et pour mesurer, il faut que l'information soit structurée. Et parfois, elle est absente du fait de la situation particulière de la Principauté de Monaco. La Principauté de Monaco a une union douanière avec la France. Donc ce qui se passe au niveau douanier entre France et Monaco, on ne le connaît pas. La Principauté de Monaco a une union monétaire avec la France. Donc les flux monétaires entre la France et la Principauté de Monaco, on ne les connaît pas non plus.
Et ensuite, on n'a pas de système de comptabilité nationale. Et enfin, on a un système fiscal qui fait qu'une partie de l'information n'est pas récoltée, notamment sur les revenus. Et tout ça est important parce que ça éclairera la façon dont les travaux sont conduits à Monaco. Alors, on voudrait s'améliorer. Pour s'améliorer, il faut se comparer. Et pour se comparer aujourd'hui, c'était le PIB qui existait. Donc, on a commencé à calculer le PIB en 2005, avant la création de l'INSEE. Cela dit, on essaye d'aller plus loin et le conseil scientifique de l'INSEE, aujourd'hui, nous suit dans cette, ou c'est nous qui le suivons, je ne sais pas, dans cette démarche-là, et a émis comme recommandation au gouvernement de réfléchir sur un indicateur complémentaire alternatif au PIB. Quelle a été notre démarche en principauté? On a commencé au premier trimestre 2014. La première réflexion, c'était de dire peut-être que pour réfléchir sur le bonheur, il faut qu'on s'adjoigne des compétences qu'on n'a pas forcément en interne, et il faut qu'on aille demander de l'aide ou de la coopération. C'est ce qu'on a fait en se rapprochant du Centre scientifique de Monaco. Le Centre scientifique de Monaco qui avait fait une expérience intéressante, je le dis souvent, qui avait mis un chercheur en économie, qui avait immergé un chercheur en économie au milieu des chercheurs en biologie pour voir ce que ça donnait. C'est une expérience en soi. Et donc, il y avait un chercheur en économie au Centre scientifique de Monaco que avec qui nous avons travaillé, qui est dans la salle d'ailleurs, Madame Elmi. Et on s'est dit peut-être c'est intéressant de travailler avec cette dame, puisqu'elle est déjà impliquée sur des problématiques environnementales et comment peut-on coupler l'environnement avec l'aspect économique dans l'environnement. Et ensuite, on s'est rapproché aussi, on a eu des contacts avec la direction de l'environnement. Le premier travail était lequel? De dire, on ne va pas réinventer la poudre, surtout qu'à Monaco, nous ne sommes pas beaucoup, à l'INSEE, et puis il y a tellement de travaux qui sont dessus, on va essayer de faire un état des lieux de ce qui existe. L'état des lieux a été fait, et on s'est aperçu rapidement, comme le disait M. Le Cacheux, que beaucoup de gens réfléchissent, il y a beaucoup d'initiatives, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'une initiative soit sortie du lot au niveau mondial. Les instituts statistiques nationaux réfléchissent sur la mesure du bien-être, du bonheur. Les organisations internationales, comme l'OCDE, y réfléchissent. Des organisations privées, des universités, y réfléchissent beaucoup, aux États-Unis notamment. Donc on a essayé de faire un état des lieux de ce qui existait. Et ce qui est apparu, c'est que nous avons décidé de nous intéresser au Better Life Index, l'indice du bien-être, du mieux vivre, qui est calculé par l'OCDE. Alors pourquoi on a choisi le Better Life Index de l'OCDE? Eh bien, on a choisi le Better Life Index parce que déjà, c'est l'OCDE, donc il y a une certaine crédibilité, il y a une certaine supranationalité, ça nous paraissait intéressant. Et puis parce qu'on a estimé que le Better Life Index était celui qui était le plus complet. Comme le disait M. Le Cacheux, les indicateurs qui existent aujourd'hui abordent de nombreux axes au-delà de la simple richesse et croissance économique. On s'est intéressé au Better Life Index, ce qui nous paraissait être complet, et que si on n'arrivait pas à intégrer toutes les composantes du Better Life Index, en travaillant dessus, ça nous permettrait peut-être de nous orienter vers d'autres indicateurs. Grosso modo, le Better Life Index, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure le bien-être individuel, mais il mesure aussi, comme le disait M. Le Cacheux, la durabilité du bien-être. Parce que le bien-être à un instant T, si pour avoir du bonheur, pour avoir du bien-être aujourd'hui, on puise dans nos ressources et on altère nos capacités à être heureux à long terme, c'est discutable. Donc, le Better Life Index s'intéresse au bien-être individuel aujourd'hui et à la durabilité de ce bien-être. Ça, c'est intéressant. La durabilité du bien-être, c'est conserver notre capital environnemental, notre capital nature, notre capital économique, notre capital humain et notre capital social. Et le Better Life Index étudie, pour déterminer le bien-être, le bonheur des gens, non seulement la partie économique, et là, les critères traditionnels tels que le PIB entrent en jeu, nous l'avons à Monaco, le logement également, l'emploi et les salaires, on a un certain nombre d'informations à Monaco, mais toute une autre batterie d'indicateurs qui sont l'état de santé des gens,
puisqu'on peut être très riche, avoir un emploi et le conserver, avoir un beau logement et être dans un état de santé déplorable, et ça va considérablement altérer le bonheur de la personne en question. L'équilibre de vie, vie sociale, vie professionnelle, vie privée, l'éducation est importante, les liens sociaux, M. Lecachet en parlait, l'engagement civique qui est mesuré aussi, la qualité de l'environnement, la sécurité, et quelque chose qui était ajouté aussi, qui est présent dans le Better Life Index, c'est le bien-être subjectif. Parce que malgré tout, à la fin, ce qui compte, c'est la vie de l'individu pour savoir s'il est bien, s'il est heureux ou s'il ne l'est pas. Il peut avoir beaucoup de critères et il peut pour autant ne pas être heureux. Alors ce qui est important aussi, c'est que ce Better Life Index calcule la moyenne, pour regarder la moyenne du bonheur ou du bien-être parmi les nations, je dirais, pour pouvoir se comparer, pour voir où est-ce qu'on est plus heureux qu'ailleurs, et donc quels sont les moyens mis en œuvre par les gouvernements, par les sociétés pour être plus heureux, mais aussi mesure l'écart entre, je dirais, le plus heureux et le moins heureux. Voilà, parce que si on a une... Là, classiquement, c'est l'écart type, l'écart type de demeure et l'écart type. Si effectivement 1% des richesses sont détenues par... 80% des richesses sont détenues par 1% de la population, et des gens seront très heureux, si tant est souhaité que ce soit lié à ça. Et d'autres seront très malheureux. Donc, il y a la moyenne et il y a l'écart entre les moyennes. Comment nous avons fait ? Nous nous sommes dit, il est toujours plus intéressant de s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc, on a contacté, avec l'aide de Mme Ilmy du Centre scientifique de Monaco, quelqu'un de l'OCDE, qui est spécifiquement chargé du calcul du Better Life Index, qui est venu nous voir et qui nous a dit, voilà comment nous avons mis en place cet indicateur, et étudions ensemble ce dont Monaco dispose comme information et ce dont Monaco ne dispose pas. On en a conclu au bout de 2 jours de travail qu'il serait difficile d'obtenir un Better Life Index à Monaco dans les standards de l'OCDE parce que tout un pan d'information n'existe pas. Je le disais tout à l'heure, les revenus, par exemple, les revenus au patrimoine, on a très peu d'informations dessus. Et la situation particulière de Monaco fait qu'il y a des informations qu'on n'a pas et des informations qu'on n'aura pas. On a cependant mis en place un questionnaire à l'INSEE capable d'aller chercher des informations qu'aujourd'hui nous n'avons pas sur les liens sociaux. Typiquement, une des questions du Better Life Index, c'est en cas de coup dur, sur combien de personnes proches pouvez-vous compter? Voilà. Combien de votre famille et puis combien d'amis? Ça fait partie des liens sociaux, ça fait partie des liens. Il faut que les gens, évidemment, aient un certain niveau économique, de logement et puis de revenus, mais il faut aussi qu'ils ne soient pas seuls. Donc, on a essayé de déterminer un questionnaire pour enquêter les gens. Et ça, la mise en place d'un indicateur en principauté sur le bonheur ne se fera pas sans des enquêtes. On a conclu que le Better Life Index était impossible à calculer à Monaco dans l'état actuel. Pourquoi? Parce que Monaco n'est pas inclus dans beaucoup d'études européennes, comme l'étude PISA sur l'enseignement, par exemple, et d'autres études, toute une batterie d'études qui existent au niveau européen, qui va concerner le logement, qui va concerner le niveau d'éducation, qui va concerner la santé, qui va concerner le bien-être ressenti par les gens. Donc, en l'état actuel des choses, on ne peut pas. Donc, on s'est intéressé à autre chose. On s'est dit, puisqu'on ne peut pas avoir tout ça, on va s'intéresser à d'autres approches. Une petite minute. Oui. Je suis désolé. Je vous en prie. Les autres approches, c'est le Luxembourg, par exemple, une délégation du Luxembourg qu'on a fait venir ici, composée de membres du Conseil économique et social du Luxembourg et du Conseil pour un développement durable du Luxembourg. Et le Luxembourg a choisi, plutôt qu'un indice, une batterie d'indicateurs. Et dans le cadre de cette batterie d'indicateurs, nous allons essayer de construire, nous aussi, peut-être une batterie d'indicateurs propre à Monaco. Et enfin, pour finir, la conclusion, c'est que la réflexion est en cours, on a des pistes d'études, c'est une démarche longue, mais le bonheur, c'est long, c'est un chemin long, donc on n'est pas forcément en retard. Et quand on regarde ce qu'il y a, on voit qu'il y a des composantes de santé, sécurité, logement, emploi, liens sociaux, enseignement, environnement, et qu'on se dit, la principauté là-dessus, depuis des décennies, dans ses politiques, a fait de ces thématiques des priorités. Donc ça nous intéresse aussi de les mesurer, et on pense qu'on a des choses à savoir dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Les travaux sont en cours.
la route est longue, mais on ne veut pas être en dehors de ce processus de réflexion. Merci, M. Galfrey. Vous avez une deadline? Alors, on n'a pas de deadline pour la bonne et simple raison que l'IMC, on est 8, Oui. c'est petit, on a des chantiers dans tous les sens. On s'est volontairement, on s'est porté volontaire pour calculer le BLI. On espère aboutir dans les années qui viennent, mais ce ne sera pas dans 6 mois. Merci beaucoup. Très intéressant. Alors, maintenant, l'exemple sur Monaco avec Guillaume Rose. Guillaume Rose, vous le connaissez certainement beaucoup, il est directeur du tourisme et des congrès de la principauté de Monaco. Il est âgé de 46 ans et il a consacré l'essentiel de sa carrière au monde de l'hôtellerie et du tourisme, notamment au sein de la SBM. Ce qui est intéressant, c'est que M. Rose est scénariste de formation, titulaire d'un master d'études cinématographiques à la Sorbonne de Paris, et il a travaillé pendant 4 ans dans la capitale française à divers postes de production en télévision et cinéma, et en particulier au sein de la société Marine Karmitz, et notamment pour les documentaires destinés aux chaînes Arte et La 5e. Il a aussi un corporate MBA obtenu à l'International University of Monaco, qui lui permet de compléter sa formation en management et en marketing. Ensuite, il part à Las Vegas, dans la société MGM, ce qui lui permet de connaître l'ensemble des métiers qu'offre un hôtel-casino et d'en pratiquer plusieurs au sein de son stage. À son retour, c'est 1997 à peu près, après un audit de l'ensemble des services de réservation et de vente de la SBM, il est nommé adjoint au directeur avant de prendre la responsabilité de l'ensemble du service de communication du groupe. Et c'est en juin 2010 que Guillaume Rose choisit d'entrer à la direction du tourisme en tant qu'adjoint au directeur, puis maintenant en tant que directeur général. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est employé à promouvoir l'excellence de l'accueil en principauté de Monaco, on s'en rend compte tous les jours, et à ouvrir de nouveaux marchés pour la destination. Parallèlement, il a fortement développé l'activité congrès, étroitement liée au succès que Monaco a connu en termes hôteliers lors des dernières années. Manager participatif d'une équipe de 50 personnes en principauté et 50 dans le monde, il pense que le bien-être au travail est l'une des composantes essentielles au succès. On se rejoint là-dessus. Monsieur Guillaume Rose, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, merci effectivement de noter que pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement contagieux. Et je voudrais parler de 2 choses. La première, c'est comment Monaco marche quelque part grâce au bonheur, et je dirais d'une certaine manière vend du bonheur, ce qui est mon fonds de commerce en fait quelque part. Et la deuxième, c'est comment parvenir à ce bonheur. Alors la première des choses, c'est quand je dis que Monaco vend du bonheur, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ce qui a correspondu au grand lancement du tourisme à Monaco, c'était il y a 150 ans, dans un premier temps avec la création de la SBM, qui a été la création d'un endroit où, évidemment la création de Monte-Carlo, qui a été la création d'un endroit où on pouvait s'amuser, jouer, se détendre, vivre d'un plus grand, plus fort, dans les plus grands palaces du monde, en allant dans les plus grands restaurants. Tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore maintenant. Alors on parle d'il y a 150 ans, mais c'est quelque chose qui existe toujours maintenant. Pourquoi Monaco a du succès en termes d'hôtellerie et de tourisme? La première raison, c'est pour ça, pour ces infrastructures magnifiques, pour venir s'y amuser, pour venir y vivre plus fort, on peut le dire. Et puis la deuxième, elle est étroitement liée à la notion de bonheur. Qu'est-ce que c'est qui a relancé le tourisme à Monaco? Je dirais globalement, c'est le mariage du prince régnier et de la princesse Grace en 1956, qui a été l'occasion de voir un immense étalage de bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour une petite fille? C'est devenir une princesse. Qu'est-ce que le bonheur pour un petit garçon? C'est de vivre cette vie complètement incroyable de jet set. Bon, c'est évidemment un résumé tout à fait partial, mais c'est ce qui est partagé par la plupart des gens du monde, c'est cette idée d'être un prince et une princesse et de vivre dans un pays sûr, stable,
complètement merveilleux dans la mesure où même le temps est de la partie, puisque malgré tout le temps participe au bonheur. On considère toujours que les gens doivent être certainement moins heureux à Dunkerque qu'à Cannes, ce qui n'est pas forcément vrai, mais dans l'imaginaire collectif, on imagine que le bonheur, c'est toujours au soleil. C'est Aznavour qui chante « Je pense que la misère serait moins triste au soleil ». Et ici, on a vraiment l'impression que tout y est. On a la mer, on a le soleil, on a la prince et la princesse. On a ce tourisme d'ailleurs qui a été relancé, et j'en ai bien profité si j'ose dire en tant que directeur du tourisme, qui a été relancé par le mariage du prince Albert avec la princesse Charlène, de nouveau un étalage de bonheur, de nouveau de quoi donner du rêve aux gens. Donc c'est très important, Monaco c'est un synonyme de bonheur. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive à conserver cette image? Eh bien pour ça, il faut que lorsqu'on parle d'accueil, lorsqu'on parle de gens qui viennent ici, d'où qu'ils viennent, parce que je rejoins tout à fait M. Ackermann sur ce point, le bonheur est un voyage, c'est un parcours, c'est le chemin, le bonheur. Et quand le chemin des gens passe par Monaco, la pire chose qu'ils puissent avoir, c'est que dans ce symbole du bonheur, être mal reçu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Quels sont nos atouts? C'est un petit peu la deuxième partie de ce que je voulais dire. Quels sont nos atouts pour donner à ces gens qui viennent chercher du bonheur? Là, vous voyez derrière moi un exemple de ce qui se passe pendant les fêtes du casino, pas du casino, du Grand Prix. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent chercher la fête, ils viennent chercher l'accueil. Et nous, qu'est-ce qu'on donne? Pourquoi on ne leur donnerait pas ça? Dans la mesure où Monaco propose à ses habitants un haut niveau d'éducation, un haut niveau de sécurité, une douceur de vivre, on peut le dire tout de même, les problèmes les plus graves qu'on rencontre au quotidien, ce sont les embouteillages, sur lesquels le gouvernement travaille en permanence pour essayer de les améliorer. On a le sentiment qu'ici, on a un gouvernement qui s'occupe du bien-être de sa population, et à partir de là, on a une population qui est plus détendue. On a un haut niveau de protection sociale, c'est très important, on a des niveaux de salaire qui sont corrects, on a une population qui, je dirais, conjugue tous les bienfaits qu'on peut trouver ailleurs dans le monde que recherchent les gens. Et à partir de là, cette population qui est très cosmopolite, et ça c'est très important, qui vit en toute décontraction, intra-religion, intra-ethnie, intra-langue surtout, on parle toutes sortes de langues à Monaco, on peut trouver les Anglais dans un bar là, on va trouver les Hollandais dans ce côté-là, on va trouver toutes les communautés à Monaco dans une ambiance extrêmement détendue. Et cette ambiance détendue, elle participe de ce bonheur. En fait, je vous parlais de la contagion du bonheur au début. Pour moi, à partir du moment où le bonheur est vécu par les gens comme il est vécu ici, il se doit d'être redonné. Et quelque part, la seule chose sur laquelle moi j'ai du travail à Monaco en permanence, c'est de dire attention, ce bonheur que vous vivez, il faut le redonner aux visiteurs, parce que si on marche, si le tourisme dégage un gros PIB, une grande partie du PIB, M. Galfray ne me contredira pas en ce point, si le tourisme fait partie intégrante de l'économie monégasque à ce point-là, dégage des emplois, dégage de l'argent, c'est bien parce que ce bonheur est partagé. Alors pour ça, moi, je fais, je dirais à mon échelle, la première des choses à faire, comme l'a souligné M. Ackermann quand il a évoqué ma biographie, c'est parmi les gens que je connais, parmi les gens que je dirige, c'est essayer de montrer cet optimisme. Je pense que l'optimisme des dirigeants, c'est quelque chose d'immense, parce que comme je vous le disais, c'est contagieux. Il faut toujours penser que quels que soient les problèmes du matin, quels que soient les problèmes du soir, quand on arrive le matin au bureau et quand on a sa journée de travail au bureau, il ne faut jamais oublier qu'on doit être toujours en position de donner quelque chose de positif, de donner du bonheur. Parce que ça va se propager. Nous, ce qui se propage, c'est tout simplement la notion de bien-être que j'essaie de faire passer, qui dans l'administration n'est pas du tout difficile à faire passer. D'ailleurs, il suffit parfois d'assouplir un petit peu le cadre. Il suffit parfois de mettre un peu d'huile dans les rouages et de savoir qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est que chacun des employés qui travaillent pour vous se lève le matin en se disant « ça va être sympa aujourd'hui ». Parce que sinon, effectivement, ce bonheur, il va être complètement perdu, dilué, pas donné, et quelquefois, il arrive, on n'est pas 50
accro aux drogues, à manger du Prozac le matin en arrivant. On est des gens qui doivent être sains, donc on a toujours des problèmes, il y en aura toujours, on a toujours des soucis. Mais ce que je constate, c'est que quand j'ai un collaborateur qui a un problème, ce problème se propage. Et chez nous, quand ça se propage, le principe, c'est de propager ce bonheur, puisque la direction du tourisme s'emploie toute la journée à propager le bonheur de Monaco aux 50 autres employés qui se trouvent partout dans le monde, à Moscou, en Chine, à Singapour, à Tokyo, en Australie. On fait 0 heure, 24 heures, nous, du point de vue téléphonique. Tous ces gens, quand ils ont un problème, eh bien, ça se propage et on finit par avoir un problème qui nous revient de Tokyo, etc. En revanche, quand les angles sont arrondis, on se rend compte que finalement, tout peut s'arranger et que le stress, quand il est dosé, quand il est positif, c'est bien parce qu'il fait avancer, mais trop de stress noie tout simplement l'action. Donc la meilleure efficacité, c'est l'efficacité du bonheur, et la meilleure raison pour laquelle Monaco a encore de l'avenir en termes de tourisme, et j'en suis certain, bien au-delà des infrastructures, bien au-delà de la construction d'un nouvel hôtel de Paris qui va être prodigieux pour nous, bien au-delà de tout ça, c'est l'idée qu'on continue à donner du bonheur aux gens, et c'est ça qui marche. Merci beaucoup, Monsieur Rose. Bien, quelle est la première question? Je vois pas. Ah, au fond. Au fond, j'ai quelqu'un au fond qui pose la première question. Si vous voulez juste vous présenter. C'est Huguette. Huguette Marcicano, organisatrice avec Monsieur Cohen du salon. Moi j'ai une question en fait, c'est qu'on est malgré tout dans une société capitaliste. Et est-ce que la mesure du bonheur a une chance si on n'y accroche pas une valeur monétaire en fait, et comment on peut lui accrocher une valeur monétaire? Je pense que c'est à M. Cachot de répondre. Oui, alors je pense que ça, c'est évidemment une question extrêmement importante. Vous avez soulevé le point sensible. Tout le monde sait que dans notre société, dans notre monde, on peut résumer la situation en disant que ce qui n'est pas compté ne compte pas. Hein. C'est-à-dire tout ce qu'on ne mesure pas ne compte pas. Donc l'objectif de tous ces travaux dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est bien effectivement d'évaluer et d'évaluer si possible en termes monétaires, oui. Alors ça peut choquer certains, par exemple l'idée d'évaluer le capital naturel en termes monétaires. Certains écologistes sont très hostiles à ce genre de démarche parce qu'ils considèrent que c'est une forme de marchandisation de la nature. Mais comme vous l'avez rappelé, dans la société, dans le système économique dans lequel nous sommes, ne pas accorder une valeur monétaire à quelque chose, c'est ne pas lui reconnaître un statut économique du tout. Et au fond, on voit bien aujourd'hui que, justement à propos de la nature, mais aussi à propos d'autres composantes dont on a parlé, comme les relations sociales, comme le sentiment de confiance, le sentiment de sécurité, etc., ces choses qui sont plus difficiles à appréhender, plus difficiles à mesurer, elles sont aussi très difficiles à traduire en termes monétaires, évidemment. Et si on ne le fait pas, eh bien, le risque, c'est qu'elles soient complètement laissées de côté. On voit bien que la question, justement, de l'environnement, jusqu'à présent, ça a été, au fond, l'idée que la nature, ça coûte rien. Et donc, on peut l'exploiter sans limite, puisqu'elle n'a pas de coût. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'évidemment, l'exploitation excessive de la nature, la détérioration de l'environnement, etc., tout ça engendre des coûts économiques très importants. Tout le monde connaît l'histoire des abeilles qui sont en train de disparaître de nombreuses régions du monde. Et vous savez comment on remédie à ce problème-là. On a été amené, du coup, à réfléchir aux services et à la valeur économique des services que nous rendent les abeilles. Bon. Et ça se chiffre en centaines de milliards de dollars, évidemment, cette affaire-là. C'est pas juste un petit truc pour faire joli. Et comment on mesure ça? De manière plus ou moins indirecte. Par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, en Californie, par exemple, les producteurs d'amandes et les producteurs d'agrumes de Californie louent des ruches en provenance du Montana ou d'autres régions des États-Unis pour qu'elles viennent chaque année dans leur verger pour polliniser leurs arbres fruitiers, sans quoi il n'y aurait pas de fruits. Donc ils savent que ça coûte, ça commence à avoir un prix, ça aussi.
En Chine, comme vous le savez, dans certaines régions de Chine, ce sont des gens qui, à la main, avec des petites plumes, pollinisent les pommiers et les arbres fruitiers parce qu'il n'y a plus un insecte pollinisateur. Donc là, on commence à mesurer très concrètement sur quelques dimensions, pour l'instant très limitées, mais sur quelques dimensions, on arrive à mesurer concrètement le coût économique de la disparition d'un certain nombre de services qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire des services liés à l'environnement, à la nature, etc. Donc je crois qu'effectivement, il faut, à chaque fois qu'on le peut, et on voit bien par exemple que dans le domaine du climat, c'est la même chose, ce que disent les économistes, c'est il faut mettre un prix au carbone. Hein, on ne peut pas simplement se contenter d'engagements du type on va réduire les émissions de temps dans les prochaines années, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et même, pas seulement les économistes, vous avez peut-être vu aussi que toutes les grandes entreprises énergétiques, Total, Engie, etc., se sont réunies il y a quelques mois à Paris et ont demandé au gouvernement de mettre en place une tarification du carbone à l'échelle mondiale de façon à ce qu'ils aient un horizon, une visibilité sur ce que devrait être, au fond, la valeur du carbone dans les années à venir, parce que ça engage des investissements qui sont des investissements à très long terme, sur 20 ans, sur 30 ans, etc. Et donc on a besoin pour ça, pour nos calculs de rentabilité, etc., on a besoin de leur mettre une valeur monétaire, oui. Merci pour cette réponse très complète. Une deuxième question, s'il vous plaît. Oui, monsieur devant. Bonjour à tous, Alain Moreno. J'ai une petite agence événementielle sur la France et je travaille pour un artisan français. On est basé dans le Gard, près d'Anduze. Est-ce que vous voulez vous lever? Parce que derrière, je oui, pense qu'on ne vous entend pas. Voilà, je regarde devant ou derrière? Merci beaucoup, merci, c'est gentil. On vient de boucler le salon du tourisme à Cannes et la semaine dernière, on était présent en tant que partenaire au salon du tourisme à Colmar. Et je sais que quand j'ai dit à Colmar que j'allais partir dans le sud pour venir travailler à Cannes et que j'allais venir à Monaco sur cet événement, les gens me regardaient et ils étaient en train de rêver. J'ai même mon associé ce matin qui est en train de me dire, espèce de vénard, dépêche-toi de rentrer et tout. Est-ce que vous avez intégré le fait que quand même on est dans le sud? Alors je ne vais pas dire le sud de la France puisqu'on est à Monaco, mais on a quand même des conditions un peu spéciales. Il y a la mer, il y a le soleil et il y a des conditions qui font qu'on est dans un endroit un peu mirifique. Ça fait rêver un peu tout le monde. Est-ce que vous intégrez cet élément-là dans cette notion de bonheur? Parce que je pense que les gens qui sont qui n'ont pas les mêmes avantages entre guillemets, c'est pas la même chose. Voilà. Tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, la notion de soleil est étroitement associée à la notion de bonheur, la notion de plage évidemment. C'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens. Alors, malgré tout, nous, on doit aller au-delà de ça, parce qu'effectivement, si ça fait rêver les gens en Russie, si ça fait rêver les Scandinaves, si ça fait rêver les gens à Colmar, ça fait un peu moins rêver les Brésiliens. Donc en fait, on a un petit peu, ou les Singapouriens qui considèrent que chez nous c'est quand même glacial. Donc on a toujours une relativité, comme on a une relativité du bonheur, on a même une relativité du temps ici. Alors évidemment, ce qui transcende un petit peu tout, comme je le disais, c'est plus articulé autour de la notion de confort, de légende, d'histoire, de gastronomie, d'hôtellerie, et puis évidemment la notion de prince et princesse, qui, elle, est complètement commune au monde entier. C'est pour ça que le beau temps, c'est bien, c'est quasi indispensable, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut toujours qu'on puisse, nous, notre stratégie, à Monaco, la stratégie touristique, elle est claire. On doit faire rêver la planète. Moi, je passe environ 100 jours par an à l'étranger, donc le tiers de mon temps est consacré à l'étranger. Je tourne environ, entre moi et mon adjoint, on tourne dans une trentaine de pays par an. Et à chaque fois, on doit pouvoir vendre quelque chose qui est adapté au marché. Et là, je vous ai donné les éléments communs qui sont vraiment tout ce qui est gastronomie, luxe, rêve, légende, prince, princesse. Et le temps, c'est quelque chose qu'on vend extrêmement bien quand on est en Russie, en pays scandinaves, en Allemagne. C'est quelque chose qui est très intégré, en tout cas notre côté sud est très intégré dans la communication. Et même, j'irai au-delà de notre côté sud, c'est notre côté méditerranéen. Et ça fait partie de la légende aussi, parce que la Méditerranée, c'est la mer de la culture occidentale, c'est le sentiment de bien-être. On associe toujours, je serais bien au bord de la Méditerranée, on imagine toujours un gondolier à Venise, on imagine toujours ça. Et tout ça sont des images qui sont très fortes et qui font rêver les gens. Merci, monsieur Le Cacheux.
Juste un mot quand même pour... je suis complètement d'accord avec ça, j'ai moi-même vécu en Italie, etc. Donc la Méditerranée, oui, je suis d'accord. Et en même temps, quand même, quand on regarde les données, quand on interroge les gens dans les différents pays, les baromètres, etc., eh bien on s'aperçoit que les pays dans lesquels les gens se déclarent le plus heureux, ce sont les pays du Nord, hein, de très loin. Ce sont les pays scandinaves, etc. Donc ça veut dire que, bon, bien sûr, le temps, c'est important, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, justement, dans l'indice dont on a parlé, le Better Life Index de l'OCDE, quand vous comparez, par exemple, la Turquie, qui est un pays qui ne manque pas de soleil non plus, globalement, avec le Danemark ou la Suède, ben, vous constatez, il n'y a pas photo. Les Turcs, en moyenne, se déclarent moins heureux que les Scandinaves, beaucoup moins. Merci d'avoir participé à cette table ronde et bonne journée.